Un podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une partie de nageoire en l'air chez les requins ? De fait, en général, ce n'est pas triste. Leurs mœurs sont plutôt mordantes. Les mâles chopent les femelles avec leurs mâchoires et les belles requines portent souvent les traces de leurs ébats assez hardcore. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai plongé aux Galapagos. Dès la mise à l'eau, je me suis tout de suite retrouvé en plein milieu d'un banc de requins-marteaux à licorne. Une femelle de 3 mètres, au dos atrocement lacéré, est passée juste devant moi. Et j'étais triplement impressionné. D'abord par la taille de cette dame, par le fait qu'elle passe gentiment à quelques mètres de moi, et aussi par ses blessures. Dans ce deuxième épisode, je vais vous raconter la reproduction des requins. L'idée est de comprendre pourquoi la reproduction de ces animaux les rend encore plus vulnérables à l'hyperprédation humaine. Vous allez voir que cette reproduction est très différente de celle des autres poissons dans ce domaine aussi. Beaucoup de grands requins se reproduisent sur le tard et engendrent beaucoup moins de jeunes que les poissons osseux. Et ça, clairement, ça les désavantage, surtout à l'heure où les 4/5 des populations de requins ont déjà disparu et où ce rythme s'accélère. Deuxième épisode. Reproduction. Le talon d'Achille des requins. Dans le monde vivant, globalement, il existe 2 stratégies de reproduction, 2 manières de perpétuer l'espèce. Pour faire très simple, l'une consiste à faire beaucoup de jeunes sans trop s'en occuper. Et sur la totalité, quelques-uns survivront et permettront ainsi le maintien de l'espèce. Exemple, la souris. Ou encore, pour rester dans le monde aquatique des requins, le poisson-lune, un géant mangeur de méduses qui détient le record mondial toute catégorie d'œufs pondus chez les vertébrés. Madame produit en effet 300 millions d'œufs à chaque ponte. Les populations de ces prolifiques présentent ainsi beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Et cet écart entre les jeunes et les adultes, c'est exactement ce qui se passe dans les océans surexploités par la surpêche. L'autre stratégie consiste au contraire à faire peu de jeunes, mais à en prendre grand soin, à les protéger, à les élever parfois, pour leur donner toutes les chances de survie. Exemple, l'éléphant, la baleine et les grands requins, ceux qui sont en danger de disparition. Les populations sont constituées de peu de jeunes et de beaucoup d'adultes. Vous voyez, c'est l'opposé du cas précédent. Vous avez déjà deviné que l'actuelle pression humaine insupportable prélève beaucoup trop de requins avant qu'ils ne soient matures et empêche le renouvellement des générations. J'avais déjà évoqué dans le premier épisode les différences entre les requins et les raies d'une part, qui sont donc des poissons cartilagineux, et l'immense majorité des poissons dits osseux, c'est-à-dire du thon au barracuda en passant par le poisson clown par exemple. Les poissons osseux produisent des milliers, voire des millions d'œufs. Chez les requins, c'est une toute autre histoire que nous raconte Éric Clua. On a les requins qui, eux, ont une fécondation interne. Alors, ça, évidemment, c'est beaucoup plus contraignant puisqu'on a un mâle et une femelle, mais le mâle va devoir déposer donc la semence, c'est-à-dire les spermatozoïdes, à l'intérieur de la femelle. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus laborieux, je dirais. Ce qu'il faut en retenir, c'est que dans tous les cas, on va compter sur la femelle finalement pour protéger les quelques embryons. Alors quand je dis quelques, ça peut aller jusqu'à 50, voire une centaine, mais évidemment, on est loin des millions d'œufs que vont produire les poissons osseux. Les différences entre osseux et cartilagineux ne s'arrêtent pas là. Les requins ne font rien comme tout le monde. Après la fécondation, qui chez les requins est donc interne et mordante, si vous avez suivi, et selon les espèces, les requins pondent des œufs ou donnent naissance à des petits, comme chez les mammifères, ou encore optent pour un entre-deux. Je m'explique. Première modalité, chez les requins qui vivent posés au fond de l'eau, comme ces roussettes que vous voyez sur l'étal du poissonnier par exemple, avec leurs robes de guépard et leurs yeux de chat, eh bien chez ceux-là, les femelles pondent d'étranges œufs cornus, entortillés dans les algues. Ces œufs sont poétiquement surnommés les bourses de sirène. Les roussettes en pondent peu et ils sont bien cachés dans les algues. Vous avez peut-être déjà vu des restes de ces enveloppes rectangulaires des œufs en vous baladant sur des plages.
Dans ce cas, en tout cas, on dit que ces requins, comme les roussettes, sont ovipares, c'est-à-dire que les femelles pondent des œufs. Les embryons sont reliés à une réserve, qu'on appelle le sac vitellin, sur lequel ils se nourrissent, et ils sont abandonnés à eux-mêmes dans leur coquille. Mais il existe une seconde possibilité qui s'appelle l'ovoviviparité. Vous allez voir, ça devient intéressant. Ce nom compliqué veut dire que les œufs sont certes fécondés et pondus, mais ils restent à l'intérieur de maman. Ils éclosent aussi, bien à l'abri de son ventre, jusqu'à voir le jour, c'est-à-dire jusqu'au moment où ces tanguis sont éjectés, parfois après plus d'1 an de gestation. Il y a plusieurs exemples célèbres. D'abord, le Mathusalem des requins, qui s'appelle le requin du Groenland. Un géant qui peut atteindre 7 mètres et qui cumule plusieurs records étonnants. Ce serait le vertébré qui vivrait le plus longtemps. Selon certains scientifiques, certains de ces géants actuels seraient nés avant Henri IV, c'est-à-dire qu'ils auraient plus de 500 ans. Autre record du requin du Groenland, et ceci explique cela, il se déplace en dépensant le moins d'énergie possible, à 1,5 km/h, dans les eaux glacées et totalement noires de l'Arctique. Pour en revenir aux ovovivipares, il y a d'autres requins connus. Tiens, justement le contraire du requin du Groenland, la Formule 1 des océans. Lui, c'est le requin mako, un cousin du grand requin blanc, de la famille des lamnidés. Mister Mako peut atteindre 70 km/h et rattraper ses proies à la course, en général des thons, qui sont les grands sprinteurs de la mer. Pour piquer ses sprints, le mako a une botte secrète. Il peut réchauffer son sang pour mettre, pour ainsi dire, un tigre dans son moteur. D'ailleurs, son proche cousin, le requin blanc, est doté d'un turbo similaire. Il faut savoir que l'immense majorité des poissons sont à sang froid, à part quelques-uns. Chez ces grands requins ovovivipares, en tout cas, et ça ne va pas arranger leur réputation, certains petits mangent leurs frères et sœurs dans l'utérus. Ça s'appelle le cannibalisme intra-utérin. Le nom scientifique, c'est l'adelphophagie pour les collectionneurs de mots rares. Bon, tout ça, ce sont les modalités pratiques, mais il y a également un autre facteur qui fragilise les grands requins, et c'est leur durée de gestation, qui est absolument immense chez certains. Tout le monde le sait, chez l'homme c'est 9 mois. Il faut savoir que chez le requin blanc par exemple c'est déjà une année, c'est 12 mois. Et chez les ovovivipares comme le requin tigre par exemple, on peut aller jusqu'à 16 voire 18 mois de gestation, ce qui évidemment est énorme. Et ce qu'il faut comprendre c'est que dans cette stratégie-là, ces requins-là vont être pleinement autonomes. C'est-à-dire que la première chose qu'ils vont faire c'est se sauver de la zone où ils ont vu le jour, à la fois de maman mais surtout de papa, puisque c'est souvent les mâles reproducteurs qui sont extrêmement agressifs avec leur progéniture, puisqu'il y a énormément de cannibalisme chez le requin. On a prouvé, des études ont prouvé par exemple que les femelles requins blancs faisaient exprès de mettre bas le plus loin possible des mâles, de façon à ce que les mâles ne se nourrissent pas sur leur progéniture. Cette brutalité dont parle Éric Cluat, les femelles en sont aussi victimes. C'est ce que je racontais au tout début de cet épisode. Les requins ne sont pas des tendres. Les mâles mordent souvent les femelles sur le dos ou par les nageoires pour les immobiliser le temps de pouvoir les féconder. C'est pourquoi les femelles requins, je l'ai déjà évoqué, sont souvent couturées de cicatrices. C'est en tout cas le cas des immenses femelles requins blancs qui sont très célèbres sur les réseaux sociaux. Si célèbres qu'elles ont même des noms. Deep Blue, Lady Mystery, Nukumi, Lady Cathy, et il y en a bien d'autres. Mais si vous avez bien compté, il nous manque la dernière modalité de reproduction, la 3e. Et celle-là est assez attendrissante, vous allez voir, mais elle est aussi coûteuse et fragile. Là aussi, ça se résume au désavantage d'avoir ses œufs dans le même panier. Cette 3e modalité accourt chez les espèces apparues le plus récemment dans l'évolution. La femelle fécondée engendre des petits qui sont des répliques d'adultes, reliés à un placenta, comme chez les mammifères, comme chez nous, les humains. Et ça s'appelle la viviparité placentaire. Les familles concernées rassemblent beaucoup de célébrités. D'abord les requins marteaux, surtout les carcharinidés, le requin tigre, le requin bulldog, le requin longimane, le requin bleu, etc., etc. Et les très nombreux requins pointe-noire des récifs que les plongeurs du monde connaissent bien. Éric Cluat, quant à lui, a étudié de près le cas de Prionacea glauca, alias le requin bleu. Son cas est très emblématique.
Pour bien comprendre les enjeux de conservation du requin, l'exemple du requin bleu pour moi est édifiant parce que c'est l'espèce la plus prolifique. C'est-à-dire qu'une femelle requin bleu peut avoir plus d'une centaine finalement de petits, alors que les autres espèces du même genre en auront une dizaine. Donc on pourrait se dire, tiens, le requin bleu, finalement, il va forcément bien s'en sortir. C'est le cas à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'à l'échelle planétaire, sur ce qu'on appelle la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le requin bleu, il est dans les espèces vulnérables. Donc ça veut dire que il est un petit peu en danger, mais pas plus que ça, puisque en l'occurrence, il est capable de bien se reproduire. Sauf que si on prend cette espèce-là en Méditerranée, qui, comme vous le savez, est une mer à la fois petite et relativement fermée, le statut n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que le requin bleu, à cause, je dirais, de l'homme et de sa capacité à surpêcher donc ces espèces-là, cette espèce, le requin bleu, aujourd'hui, est en danger critique d'extinction en Méditerranée. Après le requin bleu, il me paraît important de parler d'un autre requin encore plus célèbre et qui est devenu rarissime en Méditerranée. Vous doutiez-vous qu'il y avait des requins blancs dans cette mer? En 1956, une femelle de 2 tonnes, pour 5,89 m, avait été pêchée au large de 7. Et cette géante n'était pas loin du record absolu mondial, homologué à 6,40 m, et ce requin avait été pris à Cuba en 1945. Les grands requins blancs de Méditerranée sont plus massifs que leurs cousins océaniques. Ils ne sont pas de la même couleur, ils sont un peu plus bruns. Et la génétique a montré que leurs ancêtres sont australiens, bizarrement. Pour info, la dépouille naturalisée de cette femelle prise à 7 est aujourd'hui visible au musée zoologique de Lausanne, dont il est la mascotte. Le requin blanc, par excellence, illustre et résume ce que je voulais vous raconter dans cet épisode. La fragilité de leur reproduction. Le mâle atteint sa maturité sexuelle quand il a 26 ans. À cet âge, il mesure déjà de 3,50 m à 4 m. Les femelles sont matures encore plus tard, à environ 33 ans, et elles mesurent alors de 4 à 6 mètres. Requin blanc et requin bleu, même combat. Si on veut sauver ces espèces, il va falloir mieux connaître leur zone de reproduction, d'évidence arrêter de les surpêcher, et tout faire pour développer des techniques de pêche qui laissent une échappatoire, une possibilité de s'en sortir aux grands prédateurs qui se retrouvent coincés dans les filets ou pris sur des palangres qui ne leur sont pas destinés au départ. Si on reprend l'expression des œufs dans le même panier, vous voyez donc que les requins qui prennent soin de leur descendance dans le ventre de leur mère sont désavantagés. Au moins par rapport aux autres requins qui pondent des œufs abandonnés dans le milieu, et surtout par rapport aux beaucoup plus prolifiques poissons osseux. Certes, tout ce qui est abandonné sans aucun soin parental a peu de chances de survie, mais au moins toute la descendance ne meurt pas si la mère est capturée, ce qui est le cas pour les requins. Il y a quelques années, les chercheurs ont découvert que la femelle requin-baleine, le plus grand de tous les requins qui peut atteindre 20 mètres, comme je l'ai dit, un inoffensif mangeur de plancton, peut porter jusqu'à 300 petits de différents âges et surtout de pères différents. C'est pas mal comme technique. Dit comme ça paraît très efficace. Imaginez la même chose rapportée à l'être humain. Mais malheureusement, en cas de capture de la mère, cette arme de reproduction massive ne suffira pas à les mettre à l'abri de la surpêche, eux non plus, malheureusement, surtout en Asie. Rhincodon typus, c'est le petit nom scientifique du requin-baleine, appartient lui aussi à la longue liste des espèces de requins menacés. En tout état de cause, vous comprenez peut-être mieux, maintenant, que les requins sont merveilleusement équipés pour la survie, mais aussi, dans le même temps, que leurs capacités sont purement et simplement dépassées par le rouleau compresseur de la surpêche. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain, où nous allons parcourir toutes les mers du globe. Je vous emmène plonger avec différentes espèces dans différents milieux pour comprendre en quoi leur disparition est dramatique aussi pour la vie des océans. Car dans ces océans, les requins jouent des rôles absolument clés. Au-delà d'être des médicaments qui assainissent les populations de proies, vous allez voir que les requins ont des fonctions beaucoup plus subtiles et variées qu'on pourrait se l'imaginer. Ils ont même un rôle positif dans la captation du carbone et la limitation du réchauffement. Comment tout ça se passe ? C'est précisément ce que je vais vous raconter dans le 3e épisode. À bientôt.